bonheur incommensurable pour les supporters et pour ces champions qui ont été impressionnants. Bonsoir à tous, la Roca Team est sur le toit de l'Europe. L'équipe de basket monégasque s'est imposée à l'issue du deuxième match de la finale de l'Eurocup vendredi à Kazan en Russie. Une victoire jusqu'au bout du suspense comme lors du premier match à Monaco mardi. La Roca Team remporte donc l'Eurocup de basket, une performance historique. Nous reviendrons avec nos envoyés spéciaux à Kazan, Frédéric Elion et Thomas Deus, sur cette victoire qui s'est jouée dans les toutes dernières secondes. Et puis, vous l'avez vu au début de ce journal, nous avons également suivi l'arrivée triomphale des héros au Stade Louis II. Les basketteurs monégasques étaient de retour cet après-midi à Monaco et ils ont reçu un accueil à la hauteur de leur exploit. Et pour partager cette immense joie, nous serons également avec l'un des grands noms du basket en principauté. Robert Zution a été l'un des éléments forts de l'AS Monaco Basket pendant 12 saisons. Il a disputé notamment une Coupe Coraggio Moneghetti et nous expliquera comment il a vibré avec la Roca Team hier soir à distance depuis Roquebrune-Cap-Martin où il réside. Dans cette édition également, nous mettrons en lumière d'autres champions qui contribuent à faire les grandes heures du sport à Monaco. Les footballeurs tout d'abord de la SMFC qui réussissent une très belle saison et qui retrouveront Lyon dimanche, mais en championnat cette fois, après avoir éliminé le club en Coupe de France. Nous serons également avec une jeune monégasque qui porte haut les couleurs de son pays. Lisa Cossin-Battaglia vient de se hisser à la deuxième place du classement mondial de jet ski à bras. Elle reviendra sur cette belle saison et nous racontera comment le passeport culture proposé aux jeunes monégasques lui a mis le pied à l'étrier. Mais tout de suite donc, retour sur le sacre européen de la Roca Team. Le suspense le plus total a entouré la fin du deuxième match de la finale de l'Eurocup à Kazan. Mais les basketteurs monégasques n'ont jamais douté ou faibli. Et après leur premier match victorieux mardi, ils ont donc décroché ce titre européen, le premier de l'histoire du club, et le deuxième seulement pour un club français. Retour sur cette victoire âprement disputée avec Frédéric Elion qui était aux premières loges. Le basket français attendait cela depuis 1988 et la victoire de Limoges en C2 face à Badalone. La Roca Team vient de faire une entrée fracassante dans l'histoire en remportant l'Eurocup face à l'Unix Kazan. Un succès 2-0, un sweep comme on dit en basket, validé au terme d'un match de haletant et indécis jusqu'à la dernière possession. Après avoir remporté le match 1 de 2 points, Monaco ne manque pas son entame de match 2. Devant près de 5000 personnes, Dibost inscrit 9 de ses 14 points dans les 5 premières minutes. Rob Gray, 25 points, continue les prestations de haut niveau en rentrant des tirs très difficiles et notamment 3 réussites longue distance dans le deuxième quart-temps. Côté russe, Jordan Theodore, 15 points, 6 rebonds, 5 passes. Et John Brown, 16 points, 10 rebonds, prennent le relais d'un Jamar Smith transparent, 48-47 pour Monaco à la mi-temps. La deuxième période est irrespirable avec une ou deux possessions d'écart quasiment en permanence. Rob Gray continue son festival, la Roca Team prend 3 puis 6 points d'avance à 5 minutes du buzzer. Jamar Smith, inexistant jusque-là, sort alors de sa boîte pour marquer 8 points dans le Money Time, plus de Kazan, 15 secondes à jouer. J.J. O'Brien marque alors le end-one le plus important de sa carrière. Marcos Knight ajoute 2 lancers clutch. Le dernier tir de Smith est manqué, 86-83. Monaco est sur le toit de l'Europe et donne un peu plus de valeur à sa qualification en Euroleague en allant la chercher sur le parquet. Là, c'est la cerise sur le gâteau. On est sur le toit de l'Europe. On l'a fait. Je ne sais même pas quoi dire là. Je sais même pas quoi dire. C'est indescriptible. On a ramené Monaco sur le toit de l'Europe. Après, comme j'ai dit, le tuto c'était de la N2 à l'Euroleague. Maintenant, c'est de la N2 au toit de l'Europe. On a passé un bon coup de balai, on rentre chez nous. Maintenant, c'est carré. Les gens ils disaient Monaco continue, on va se faire balayer. Et nous, on a pris des ballons, on a balayé tout le monde. Il y a encore la Deep Elite qui arrive, donc on va vraiment profiter de l'Eurocup parce qu'on a vraiment cravaché pour arriver ici. Et je pense pas que tout le monde pensait qu'on pouvait arriver jusqu'au bout. Et nous, on le pensait. On a toujours réussi à trouver un moyen de gagner. Et je pense que ce soir, ça montre à quel point on a les crocs et on est une équipe qui est dure et qui est ensemble et qui arrive à rebondir. Ça, c'est vraiment une très belle expérience pour nous. Et je pense qu'on se souviendra toute notre vie de cet instant-là. Feel amazing, but I think maybe tomorrow
start to feeling the real emotion. Now we just finished the game, you know. We are really happy. I think we really make great results. The players and everybody. Et oui, la Roca Team l'a fait et entre dans l'histoire. Elle est sur le toit de l'Europe et ajoute une ligne incroyable à son palmarès au terme d'un match complètement fou. Encore une fois, énormément d'intensité. Cette fin de match hyper serrée, mais voilà, Monaco a gagné l'Eurocup. L'Euroleague était déjà dans la poche. L'Eurocup est désormais dans la poche et la saison est déjà réussie et n'est pas encore terminée. Il y a la Jeep Elite à aller chercher. Et tout juste le temps pour l'équipe de fêter cette victoire à Kazan, qu'il était déjà l'heure de prendre le premier avion pour rejoindre Monaco, où les supporters de la Roca Team se sont retrouvés au stade Louis II pour accueillir les héros du jour. Beaucoup de bonheur et d'émotions ressenties, Émilie Rousseau, des deux côtés, supporters et basketteurs. Oui, en effet, Patricia, beaucoup d'effervescence ici à l'arrivée des joueurs à Monaco. Une centaine de supporters avaient tenu à être présents pour accueillir comme il se doit les héros monégasques. Même la pluie ne les a pas empêchés de célébrer avec eux le titre. Nous sommes allés à la rencontre de ces Roca fans avec Serge Prémont. Je vous propose de les écouter. Allez la Roca Team, yes! Ce titre, c'est le Graal, c'est quelque chose qu'il n'y a jamais eu à Monaco, donc c'est quelque chose de super important. Et pour les supporters, c'est dommage que c'est une année Covid, malheureusement, qu'on n'a pas pu se déplacer, faire de déplacements. Nous, d'habitude, on est un petit groupe où on se déplace, on essaye de faire des déplacements. Là, cette année, malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas, donc on espère l'année prochaine. Je pense que c'est la moindre des choses et montrer qu'on est toujours fidèle à notre petit groupe et tout le monde, ouais. C'est une fierté, puis c'est super, on est hyper ravis. Un événement unique quand même. C'est ce que je lui disais hier, c'est que dans une vie, est-ce que ça va réarriver pour lui? À cet âge-là, c'est magnifique de vivre ça. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous ce titre de champion d'Europe? Une vraie dynamique instaurée depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, je remercie toute l'équipe dirigeante et le staff d'avoir fait briller de nouveau notre belle équipe. Et c'est une sacrée fierté, quoi. Et peu d'heures de sommeil du côté des joueurs qui ont savouré pleinement leur premier titre européen. Eux aussi commencent à réaliser qu'ils viennent de marquer l'histoire du club. On s'est rendu compte qu'on a atteint le toit de l'Europe, surtout avec Monaco qui ne l'avait jamais fait avant. Donc arrivons ici, on voit tout le monde. Le visage sur la tête des gens, donc ça nous réchauffe encore plus le cœur et c'est top, quoi. Oui, on réalise, on est conscient de ce qu'on a fait, c'est un moment historique pour nous tous, pour la ville, pour l'organisation, pour le club, pour le basket français, c'est quelque chose d'énorme. Et la performance de la Roca Team a été unanimement saluée sur les réseaux sociaux. Les clubs de Jeep Elite, la Ligue nationale de basket, l'AS Monaco Football Club également ont tous félicité nos champions. Reste maintenant à savoir les unes que nous réserverons les quotidiens demain, car il n'y a pas eu de publication aujourd'hui en raison du 1er mai, fête du travail. Une chose est sûre, ce titre en Eurocup est désormais gravé à jamais pour l'éternité. La Roca Team entre au panthéon du basket français. Ce sacre européen restera aussi bien évidemment dans les annales du club. Et pour partager la joie de cette victoire historique, nous allons retrouver l'un des grands noms de l'AS Monaco Basket. Il a contribué à écrire de très belles pages de l'histoire du club dans les années 70 et début des années 80, aux côtés d'autres grandes figures telles que Edgar Berti ou Henri Zenati. Bonsoir Robert Zution. Bonsoir. Quel bonheur après cette victoire aussi belle qu'épique. Ah oui, absolument. Je dois dire qu'il ne partait pas favori dans un premier temps. Le fait d'avoir gagné le premier match, puisque ça se joue sur 3 manches, d'avoir gagné ce premier match un petit peu chanceux, je dirais, ça leur a permis de partir complètement libérés là-bas. Mais ce n'était pas évident d'aller gagner en Russie, à Kazan, qui est une grande équipe. Et ils l'ont fait. Et bravo, c'est vraiment un exploit. On peut dire que c'est un exploit. Ils nous ont procuré beaucoup de joie, mais quel suspense! C'est ce qui fait aussi la beauté du basket. Tout à fait. C'est évidemment, parce que s'il y avait eu un écart de 20 ou 30 points dans un sens comme dans l'autre, le match n'aurait pas été intéressant. Enfin, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait un match serré, comme il l'a été d'ailleurs au match aller. Et je dois dire que l'équipe a répondu présent, ils ont été sérieux tout le match. La fin de match, on n'en parle même pas, ça a été fantastique, il y a beaucoup de suspense et on gagne ce match au courage, mais aussi à l'adresse, à la technique et parce que c'est une belle équipe.
Que ce soit Kazan ou Monaco, les deux méritaient de gagner peut-être, c'est bien que ce soit Monaco. Vous avez participé, vous, Robert Zution, à la Coupe Corach, la Coupe d'Europe de l'époque. Il n'y a pas eu beaucoup de victoires de clubs appartenant au championnat français à ce niveau-là. On a fait 2 campagnes, une première en 1974, parce qu'on sortait de la Pro B, la Nationale 2 de l'époque et la Pro B aujourd'hui. On était champion de France National 2 et donc on a fait la première Coupe Corac en 1974. C'était magnifique. Après, on en a refait une un peu plus tard, en 1983, lorsque Limoges a été champion, 2 années de suite, 82-83, et puis la Orthez ensuite. Et là, on a fait une campagne en Coupe Corac qui était absolument magnifique. On a raté les demi-finales pour pas grand-chose. Et justement, en perdant contre les Russes, CSKA Moscou, d'1 point chez eux et 3 points chez nous. L'histoire ne s'est pas répétée. Heureusement, l'histoire ne s'est pas répétée. Et quel parcours sur les dernières années? Parce qu'après vos performances, il y a eu une grande coupure. Mais l'exploit est d'autant plus beau que la Roca Team a opéré une remontée fulgurante en très peu de temps. Je m'amusais à lire dans la presse il n'y a pas longtemps que certains supporters découvraient l'AS Monaco Basket depuis les années 2010. Or donc, il y a bien longtemps que le club existe. Et il y a eu surtout cette période 1970-90 où le club était toute l'année en National 1, en Pro A. C'est vrai qu'après, il y a eu une coupure en 90. Il y a eu, il s'est passé des choses qui font que le club a rétrogradé jusqu'en région. Et il a fallu des années, il a fallu 15 ans après pour remonter. Et effectivement, à partir des années 2012, 13, 15, là on a vu une équipe qui s'est construite et qui est remontée, chaque saison remontée d'un cran pour arriver aujourd'hui au niveau où ils sont. Donc c'est super, oui, c'est sûr. Vous nous remémorez ces années 70-80. On dit souvent qu'il y a des terres de foot, des terres de rugby. Même s'il y a eu une grande coupure dans les années 90, il y a une âme, un vrai attachement autour de ce club de basket monégasque. Je pense qu'il y a vraiment... on ne va pas dire que c'est une terre de basket, c'est sûr. Déjà, dans la région, entre Nice et Monaco, on parle beaucoup de football, évidemment, il y a eu beaucoup de football. Mais le basket avait sa place dans la région. Il ne faut pas oublier qu'à une époque, il y avait les derbies entre Nice, Antibes et Monaco, en Pro A, et que les salles étaient pleines à l'époque pour ces derbies. Robert Zution, et puis en conclusion, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Ce qu'il faut mentionner, c'est qu'il y a ce titre européen, ce sacre, mais il reste encore un beau challenge, et là aussi, un possible titre historique, lui aussi, à décrocher en Jeep Elite. Franchement, depuis pas mal de matchs, et notamment après cette victoire historique, quand même, à Kazan, ils sont sur une dynamique qui fait que, franchement, ils ont à craindre personne, et surtout pas un club français. Donc, moi, je les vois bien aller au bout cette année, voilà. Merci Robert Zution, un message plein d'espoir, on y croit. Merci d'avoir répondu à notre invitation en ce jour historique pour le sport monégasque. Voilà, et pour le sport en général, on espère bien sûr que ça va s'ouvrir un peu et que le sport amateur va pouvoir reprendre ses droits très très rapidement. Et c'est vrai que malgré le contexte actuel, le sport monégasque se porte décidément extrêmement bien. Nous le verrons un peu plus tard dans ce journal avec la championne de jet ski, Lisa Cossin-Battaglia. Mais restons dans les sports d'équipe, Sandrine Nègre. Du côté des footballeurs monégasques, là aussi, la fin de saison s'annonce prometteuse. Mais il va falloir tout de même, et tout d'abord, passer par la case Lyon. Et oui, Monaco qui occupe la 3e place du championnat de Ligue 1 rencontre Lyon 4e ce dimanche au stade Louis II. 4 points séparent les deux équipes. Une conférence de presse a été organisée. Écoutons l'entraîneur de la SMFC. Il répond notamment aux questions liées aux joueurs blessés et qui ont contracté le coronavirus. This is what I said in the past. So football is a contact sport and you cannot control everything. So till now we were very happy, no injuries, not so much COVID cases. Okay, now it changed a little bit, but as I said before, I believe in my team. I believe in all the players who are able to play. I know we have a tough opponent in front of us, but yeah,
90 minutes to go, and everyone who will be the starter will give everything, and the finisher as well. So, okay, it happened. What should I do? No complaints, only straightforward. Voilà, Patricia, l'entraîneur se veut confiant pour cette rencontre. Et nous y reviendrons lundi dans le journal de 19h. De la Formule 1 à présent, au Portugal. Troisième manche de la saison 2021 de Formule 1. Le Grand Prix de ce pays bordé par l'Atlantique aura lieu demain, dimanche 2 mai, sur le circuit de Portimao. Sans surprise, vous le savez, nous suivons toujours plus particulièrement Charles Leclerc. Après les essais libres de vendredi, samedi, il était question des essais qualificatifs et le pilote monégasque sur Ferrari décroche la 8e place sur la grille de départ. Résultat du Grand Prix dimanche après-midi. Charles Leclerc donc, le basket, le football et une jeune femme également qui fait briller Monaco dans sa discipline, le jet ski à bras. Elle est deuxième au classement mondial. Lisa Cossin-Battaglia est interviewée par Émilie Rousseau. Bonsoir Lisa Cossin-Battaglia. Bonsoir Émilie. Cela a été une saison mouvementée, mais les résultats sont là. Ah oui, ça a été vraiment une saison très très mouvementée. On a dû vraiment s'adapter en début d'année, en milieu d'année, en fin d'année. Donc on a vraiment de super résultats, on est vraiment très très contents quand même. Comment vous vous êtes organisé en 2020? Les courses ont pu se dérouler normalement malgré les restrictions de déplacement? Alors, on a commencé la saison au mois de février avec la première manche du championnat du monde au Koweït. Et après, malheureusement, le Covid est arrivé. Et voilà, les courses se sont annulées au fur et à mesure, se sont déplacées. Donc, on a changé de championnat pour aller sur l'Alpe Adria Jet Ski Tour, qui est un championnat international, ce qu'ont fait les autres pilotes aussi. Donc finalement on s'est tous retrouvés pratiquement sur ce championnat et on a vraiment pu faire des courses, même si ce n'était pas les courses qui étaient prévues initialement. Alors concrètement, vous terminez combien cette saison, Lisa? Alors au championnat du monde, du coup, je vais terminer 4e chez les femmes, donc en GP1. Donc c'était la première course au mois de février. Et après, sur le championnat international, je vais terminer championne internationale donc, de l'Alpe Adria Jet Ski Tour. Ce qui était absolument pas prévu, mais on a fait un si bel entraînement physique pendant notre confinement qu'on est arrivé avec des ressources physiques. Et après, on a basculé sur le championnat d'Europe, où j'ai terminé 4e chez les hommes. Et 5e chez les hommes, parce qu'on s'est lancé le défi en fait de faire une grosse préparation physique en allant sur ces différents championnats. Et du coup j'ai couru chez les femmes et je faisais 2 catégories aussi chez les hommes. Donc je faisais à peu près 9 départs par week-end, ce qui est assez énorme quand on sait qu'une course dure 20 minutes. Alors nous avons voulu aussi avoir l'avis de votre coach Michel Thor sur votre saison, Lisa, et sur votre progression. On l'écoute et on se retrouve juste après. La progression de Lisa, c'est vrai qu'à un certain moment, il lui manquait beaucoup d'expérience. En fait, elle avait une très très bonne technique, mais il lui manquait beaucoup d'expérience, beaucoup de courses. Et aujourd'hui, grâce à beaucoup de critères, on a pu partir sur beaucoup de championnats. On a réussi à faire pas mal de courses, pas mal de départs. Et du coup, aujourd'hui, Lisa est vraiment dans le coup. Et on était dans les 10 meilleurs pilotes mondiaux. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans les 3 meilleurs. Et c'est là qu'il faut travailler pour arriver sur la plus haute marche. On vient d'entendre votre entraîneur Lisa. Pour viser plus haut, quels sont vos objectifs pour la saison prochaine? Alors évidemment, mon objectif, ça serait de terminer sur la plus haute marche du podium. C'est ce dont je rêve depuis longtemps. Là, voilà, j'ai pu terminer donc 2e du World Rankings, ce qui est déjà énorme. J'ai envie d'être sur la première marche, donc je vais tout faire pour y arriver. Et évidemment aussi terminer dans les 3 premières au championnat d'Europe. Et quand commence la saison? Alors la saison devrait commencer au mois de juin avec des courses en Italie, des courses avec le championnat du monde et évidemment après il y aura le championnat d'Europe qui devrait se dérouler pendant la saison estivale. Et comment est née votre passion pour le jet ski, Lisa? Alors là, il faut remonter en 2011. J'avais fait le passeport culture. J'avais commencé par le jet à selle, donc le jet où on est assis. Et on m'avait proposé de faire un stage de 5 jours pour découvrir le jet à bras. Je me suis dit, bon, ça,
je vais plus jamais le vivre de ma vie, il faut que j'en profite, je vais sur l'événement. Et en fait, j'ai adoré ça et j'ai accroché, j'ai pas lâché. Quand je suis venue sur une course, j'ai été émerveillée et là, du coup, j'ai basculé dans le milieu de la compétition. Et c'est un sport assez physique, vous pouvez profiter d'ailleurs d'un beau terrain de jeu ici qui est la Méditerranée. Ah oui, ça c'est le plus beau terrain de jeu qu'on puisse avoir. On a des vagues, on a parfois une mer qui est extrêmement lisse. Donc on doit s'habituer à tout, on doit avoir une lecture de la mer. C'est très très important quand on va sur les courses parce que voilà, c'est un terrain qui est tout le temps changeant. Donc on a un super bel endroit pour s'entraîner ici en Principauté. Et vous êtes d'ailleurs engagé dans la protection des mers et des océans. Il existe des jet skis plus écolos, plus respectueux de notre planète? Alors voilà, moi je m'engage depuis 2007 avec le programme Carbone Neutral qui a été donc d'abord avec la Fondation Prince Albert II. Puis après j'ai basculé avec l'Union internationale motonautique qui proposait son programme et du coup en tant que pilote j'y ai adhéré. C'est exactement le même principe, hein. On compense en fait l'essence qu'on consomme en jet ski, en course, lors des déplacements en camionnette ou en avion. Et du coup, cet argent, on l'utilise pour planter des arbres. Voilà. On essaie de protéger au mieux la nature. Moi, j'espère réellement qu'on puisse trouver une solution pour avoir des jets avec moins d'empreinte carbone, que ce soit voilà, au bioéthanol ou électrique. Et voilà, j'ai plein de projets en tête et j'espère un jour pouvoir les concrétiser. Et on en parlera sur Monaco Info. Merci beaucoup Lisa Cossin-Battaglia d'avoir été avec nous ce soir. Merci Émilie Rousseau. Nous retrouvons Sandrine Nègre pour développer les autres grands titres du jour. Et comme chaque samedi, les chiffres de la vaccination. Oui, Patricia, les chiffres évoluent sans cesse puisque la vaccination se poursuit au Grimaldi Forum, centre de vaccination. Voici les dernières données. Nombre de personnes vaccinées en primo-injection, 13 289. Nombre de personnes ayant reçu l'injection de rappel, 11 815. Près de 35% de la population est ainsi vaccinée, 34,65% précisément. Nous annoncions hier soir plusieurs assouplissements à compter du 3 mai, lundi. Oui, et parmi eux, la reprise du sport en intérieur avec masque et réservation obligatoire, les sports nautiques en solo, la réouverture des bars et cafés de 6h à 11h pour le petit déjeuner, la possibilité pour les restaurants d'être ouverts jusqu'à 22h. Juliette Rappert et Serge Prémont ont cherché à recueillir les réactions de plusieurs résidents pour savoir justement ce qu'ils en pensaient. Ça nous fait du bien parce que le temps est long et qu'on a besoin de reprendre des activités physiques en l'occurrence. Oui, c'est très bien. C'est très bien pour Monaco d'ailleurs, parce que ça va, bon, peut-être pas amener du monde, mais nous, en étant résident monégasque, ça nous fait pouvoir sortir, s'oxygéner un peu plus. Pour moi, c'est une bonne chose. Déjà en termes des activités sportives, je pense que c'était quelque chose d'attendu. Et pour les petits déjeuners aussi, je textotais déjà ce matin à une amie qui a son adresse et qui voilà, a hâte de reprendre un café en terrasse. Je pense que c'est le respect de ces mesures qui va nous permettre de sortir de cette situation. Vous l'avez entendu, réaction positive, Patricia. Une information d'ordre pratique. Des travaux qui nécessitent la fermeture de la rue Grimaldi les nuits du 3 au 4 mai et du 4 au 5 mai de 20h à 4h du matin. Alors il y a généralement peu de passages à ces heures nocturnes, d'autant plus que le couvre-feu est toujours en vigueur de 21h à 6h du matin, mais les restaurants sont ouverts le soir et plusieurs d'entre vous habitent aussi tout simplement cette rue. Sachez qu'elle sera fermée depuis la place Sainte-Dévote jusqu'au croisement du giratoire Aurélia. Et puis une idée de sortie, ou tout du moins pour savourer de bons petits plats. Et le tout en contribuant à la formation des jeunes puisqu'il s'agit du restaurant Le Cordon d'Or au lycée technique et hôtelier. Vous pouvez y déjeuner ou y dîner en vous présentant à 19h. Plusieurs menus sont déjà visibles sur la page internet du lycée technique et hôtelier jusqu'au 14 mai. Quelques exemples, cassolette à la provençale, risotto ou encore pièce de bœuf. N'hésitez pas à composer les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. La fermeture du restaurant se fera au début du mois de juin. C'est noté. Et comme chaque samedi, place à la chronique littéraire. Béatrice Novaretti, conservateur de la médiathèque, nous présente aujourd'hui la bande dessinée À main nue de Leila Slimani et Clément Houbrerie. J'ai choisi de vous présenter une bande dessinée qui m'a vraiment touchée.
à main nue est signée par l'écrivaine Leila Slimani et illustrée par Clément Oubrerie. Cette bande dessinée est un vibrant hommage à une femme exceptionnelle, Suzanne Noël, féministe engagée pour le droit de vote des femmes et pionnière de la chirurgie réparatrice. Née en 1878 et mariée à un médecin à l'âge de 19 ans, Suzanne dessine et se passionne pour l'art. Mais elle s'ennuie considérablement dans son rôle de femme au foyer. Avec l'accord de son mari, car on ne pouvait pas faire sans, elle va passer son bac et reprendre ses études pour devenir médecin. Étudiante acharnée et brillante, Suzanne se découvre une passion pour la dermatologie et la chirurgie, alors qu'une femme maniant un bistouri est encore tabou. Elle va se spécialiser dans la chirurgie plastique et on suit avec elle l'évolution, le développement de cette discipline naissante. C'est une femme humaniste qui opère gratuitement des ouvriers, des gens mordus par des chiens et rend leur beauté à ceux qui l'ont perdue. Ces gens perdent toute capacité de gagner leur vie, de s'intégrer à la société, explique-t-elle. Elle a opéré également de nombreux soldats défigurés par les obus de la Première Guerre mondiale, les fameuses gueules cassées, et développe des protocoles chirurgicaux révolutionnaires. Mais elle opère aussi les grands d'Europe et offre une seconde jeunesse à Sarah Bernard en reprenant son fameux lifting raté. Accablée par des décès successifs de proches, Suzanne rebondira en reprenant soin des autres. Cette BD montre également la France de la Belle Époque grâce aux magnifiques dessins de Clément Oubrerie. Ce premier tome s'arrête en 1921 et vous l'aurez compris, je me réjouis à l'idée de découvrir la suite de cette passionnante et touchante histoire. Dans l'attente donc du tome 2 d'À main nue de Leila Slimani et Clément Oubrerie. Nous passons aux prévisions météo pour la journée de dimanche, Sandrine. Alors Patricia, enfin une bonne nouvelle à vous annoncer concernant le ciel. Demain, retour très attendu du soleil. Il faudra tout de même compter sur des nuages, mais ils ne seront pas chargés de pluie. Température comprise de 11 à 20 degrés au meilleur de la journée. Nous fêterons les Boris. Merci Sandrine. Demain à 19h, vous avez rendez-vous avec Yann-Anthony Noguès pour son magazine 19h dimanche, avec pour invité le chef étoilé Marcel Ravin. À 20h, le best-of de la semaine présenté par Émilie Rousseau. Et pour refermer cette édition, impossible de ne pas revenir sur la victoire de la Roca Team en finale de l'Eurocup de basket, un titre historique auquel a assisté à Kazan Manuel Vitali. Voici ces instantanés de moments de pur bonheur. À très bientôt. Très belle soirée à tous.